L'instant prestige ce Free Week, cette rubrique est de retour et pour ce numéro, je reçois pour vous Locke Magloire Chirunjro. Il est consultant en sécurisation des investissements immobiliers. Ce jour, il va nous parler de la sécurisation des investissements immobiliers. Comment on peut sécuriser un investissement immobilier? Pourquoi faut-il le sécuriser? Il va nous en dire. Locke Magloire Chirunjro, bonjour. Bonjour, monsieur Abdelkader. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi. Merci aussi de vouloir ou de sacrifier de son temps pour informer. Parce que là, c'est pratiquement comme une consultation gratuite que vous faites là à nos amis internautes. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle d'investissement immobilier, à quoi fait-on référence immédiatement pour ceux qui peut-être ne comprennent pas ce groupe de mots-là? Lorsqu'on parle de sécurisation d'investissement immobilier, il faut savoir que du principe de l'accessoire qui suit le sort du principal, Oui. il faut d'abord sécuriser le foncier. L'État a mis en place... Lorsqu'on parle du foncier, c'est de la terre là? Oui. La terre sur laquelle on veut construire le bâtiment? Oui. Ok. Il faut d'abord le sécuriser avec ce qu'a prévu l'État, le titre foncier, qui est un document qu'on obtient de bout en bout suite à des processus. Et ce n'est pas quelque chose qu'on obtient du coup comme ça. Donc, quand vous sécurisez d'abord ce foncier, l'État a déjà mis beaucoup de choses en place comme mécanisme pour pouvoir faciliter l'accès à ce foncier. Quelques mécanismes mis en place par l'État déjà, pour ceux qui n'ont pas laissé d'informations? Pour pouvoir accéder au foncier. Oui, pour pouvoir sécuriser sa terre, par exemple. Non, je parle d'abord de l'accès au foncier. L'accès au foncier, oui. Oui, je parle de la sécurisation de ce foncier. Et maintenant, je parle de ce qu'on fait sur ce foncier qu'on a sécurisé. Alors, comment on avoir accès au foncier? C'est le tout. C'est la sécurisation du tout. C'est de ça qu'il est question. Du tout. Mais comment avoir accès au foncier? Pour accéder au foncier, c'est ça que j'ai dit. Pour accéder au foncier, il faut accéder au foncier conformément à ce que l'État a prévu. Par exemple, le titre foncier, par exemple. Comment avoir le titre foncier? Pour avoir le titre foncier, c'est simple. Il faut aller au niveau de la mairie, par exemple, ou bien de l'ANDF. Et puis, ils vont vous dire les procédures qu'il faut. Parce que ça change au fur et à mesure. Est-ce qu'il y avait aujourd'hui avec la dématérialisation, est-ce qu'il n'y a pas des procédés en ligne, par exemple, pour faire le titre foncier? Oui, il y a ça en ligne, mais beaucoup de personnes ne sont pas informées. Ne sont pas informées. Il faut d'abord les former à cela. Et tout le monde n'a pas, ce n'est pas que le citoyen lambda peut aller juste en ligne, comme ça, faire les procédures. Ce n'est pas encore à l'étape là. Il faut que les citoyens soient formés d'abord à ça, ce qui n'est pas encore le cas, et pour que les citoyens puissent eux-mêmes aller introduire dans des bases de données officielles des données que les structures habilitées vont analyser et maintenant confirmer comme étant des terrains, par exemple, qu'on peut attribuer ou bien qu'on peut rattacher à une personne. Ok. Oui. Mais pourquoi sécuriser un investissement immobilier? Est-ce parce qu'on a peur qu'une fois l'État vienne prendre la parcelle pour dire qu'elle a besoin de ça pour peut-être utilité publique? Est-ce parce qu'on a peur que peut-être la parcelle sur laquelle le bâtiment où on a été érigé puisse être demain objet de litige? Pourquoi il faut sécuriser l'investissement? Sécuriser l'investissement, c'est obligatoire. Pour pouvoir avoir aussi... la paix, c'est ça? La quiétude? Oui, la quiétude quand on est en train d'investir de l'argent. Parce que quand vous ne prenez pas les dispositions pour sécuriser ce que vous êtes en train de faire, après vous apercevez l'État dans ses manœuvres visant à constamment améliorer la qualité des équipements et des services urbains des quartiers. Comme étant quelqu'un qui ne veut pas que vous vivez heureusement sur le territoire. Alors que l'État a prévu des règles qui organisent, contrôlent et sécurisent l'investissement immobilier. Je parlais tantôt du foncier qui est là et je parlais maintenant de ce qu'on fait sur ce foncier qu'on a déjà acquis et qu'on a sécurisé par le titre foncier par exemple. Quand on est au Bénin et on veut construire, je parle des constructions. Il y a aussi, par exemple, des activités agricoles que les gens font et d'autres types d'activités. Je prends encore la construction. Il faut faire recours, par exemple, à des autorisations comme le permis de construire. Nous, on a fait des sondages à notre niveau
sur, par exemple, 100 échantillons qu'on a eu à analyser, on peut vous dire que 80 comme ça n'ont jamais eu de permis de construire. Il y a environ 10 comme ça qui ont obtenu des permis de construire. Et il y a des gens qui ont obtenu ces permis-là. Je parle des 10 en question. Ils ont essayé de construire, mais pas conformément à ce qu'ils ont été autorisés à construire. Quelqu'un qui prend le permis de construire R+1 et qui va faire R+3, 4 dans une zone où l'État n'a pas comme politique qu'on fasse R+4 par exemple. Des gens qui ne prennent pas du tout les permis de construire, je les ai déjà dit, c'est déjà 80% comme ça. Et ceux qui ont construit conformément à ce qu'ils ont été autorisés à faire sont dans l'autre catégorie et c'est très très rare. Parce que ceux-là ont souvent fait des recours, par exemple, ou bien ont souvent fait recours à des architectes qui ont conduit le processus de bout en bout jusqu'à ce que ce qu'ils ont été autorisés à construire soit conforme réellement à ce qu'ils ont reçu comme autorisation. Est-ce que quelque part, les gens n'ont pas peur de faire recours aux architectes, j'y arrive, parce qu'ils ont peur du coût trop élevé? C'est comme celui qui va acheter une parcelle, par exemple. Il sait très bien que le démarcheur ne lui garantissait rien, ou bien il ne sait pas peut-être. Mais le démarcheur lui exige 10% qu'il paye avant. Aujourd'hui, l'État a organisé un peu la chose et puis les gens sont informés qu'il faut payer au plus 5%. Mais le démarcheur met juste en contact l'acquéreur et celui qui est en train de vendre. C'est un rôle crucial quand même. Faut pas les minimiser, les démarcheurs. Ils sont là de jour comme de nuit à être à l'affût de l'information. Vous avez l'information que vous voulez vendre votre terre. Il sait que peut-être que David Kofi Aza, par exemple, veut acheter la terre. Et donc, lui vous met en contact. Il vous favorise la vente de votre parcelle. Il permet aussi à David Kofi Aza d'avoir accès à la parcelle. C'est pas quand même quelque chose à négliger. Oui, si l'environnement... En affaires, on parle des apporteurs d'affaires, on parle d'autres. Oui. Au Bénin, ici, par exemple, le secteur n'est pas encore si organisé. Donc, il faut l'organiser alors. Voilà, il faut organiser le secteur. Et ça passe d'abord par l'éducation des acteurs du secteur. Si, par exemple, un démarcheur sait très bien ce qu'il doit faire, en réalité, il y a des choses qu'il doit faire obligatoirement avant de proposer un bien à quelqu'un. Le démarcheur qui Qu'est-ce qu'il doit faire, par exemple? Oui, il doit lui-même s'informer très bien par rapport à ce bien d'une part. Et il doit voir si le projet que le client veut faire sur ce terrain, par exemple, si c'est un terrain vide, est conforme ou bien ça rime avec ce qu'a prévu l'État dans les plans de développement et dans les plans directeurs d'urbanisme. Oui. Si ces communes-là qui doivent abriter ces projets-là les ont, ou les schémas, tout ça. Mais en réalité, ici au Bénin, les démarcheurs n'ont rien de tout ça. Parce qu'il n'y a pas une école pour ça ici. Et il n'y a pas de creuseurs sérieux qui discutent de ces choses. Ce que le démarcheur connaît, c'est juste de montrer un bien à une personne. Vous voyez seulement pour un seul bien des dizaines de démarcheurs qui s'alignent, qui se partagent de l'argent, bon, comme ça. Et ils veulent juste un intérêt, ils veulent juste un gain. Pour vous, le démarcheur doit quand même s'enquérir de la fiabilité du bien qu'il veut proposer à son client, c'est ça? C'est pas la fiabilité. Le démarcheur doit être quelqu'un d'abord, et normalement, s'il met en contact quelqu'un et que il savait après que le terrain a des problèmes, sa responsabilité est engagée. Parce que la personne qui ne connaît rien dira que voilà, c'est le démarcheur qui l'a mis en contact. Voilà. Donc pour vous, ils doivent être formés. Ils doivent être formés. Ils doivent être formés. Et nous appelons de tous nos voeux le gouvernement en place à y penser. Voilà, de renforcer les mécanismes qui sont mis en place pour que ces personnes qu'on appelle démarcheurs qui jouent des rôles majeurs quand il s'agit de cession de biens puissent être outillés. C'est-à-dire, il y a déjà qu'on appelle des dispositions légales qui sont là. Il faut que ceux-là soient informés par rapport à ça, formés par rapport à ça, afin de rendre ce qu'ils ont reçu comme formation à des personnes qui viennent auprès d'eux au profit de ce secteur. Alors tout à l'heure, on a parlé du permis de construire. Oui. Vous dites que là, quand on veut construire un bâtiment, si je dois vous résumer ainsi, il faut d'abord sécuriser le foncier, c'est-à-dire sécuriser la terre, faire le titre foncier. Alors une fois que cela est fait, il faut forcément avoir le permis de construire qui doit être en cohérence avec le projet à réaliser sur le foncier, c'est ça? Oui. Alors, lorsque au cours de la réalisation, je veux changer,
par exemple, j'ai pris un permis de construire pour R+2 et qu'au cours de la réalisation, peut-être j'ai plus de moyens et peut-être avec mes enfants ou mon épouse, j'ai peut-être pensé à d'autres choses, je veux réagir sur le projet et que peut-être faire R+3. Est-ce que je dois retourner pour réajuster mon permis de construire ou qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la procédure? Oui, il y a des demandes de modification qu'on fait au niveau de la mairie, parce qu'actuellement, ce sont les mairies qui gèrent les permis de construire. Oui. Il y a des demandes de modification que vous faites et ça prend en compte, ça intègre tout ce que vous voulez faire. Mais il est important que les gens sachent que c'est l'architecte qui introduit la demande d'obtention du permis de conduire et de construire pour le client. C'est pas le particulier. Non, lui-même ne peut pas. La loi a refusé, il ne peut pas. La loi a refusé cela. Oui. Ça rend fort les architectes quand même. Oui, jusqu'à récemment, la loi permettait aux gens, par exemple, de construire des choses qui font sur une surface constructible de 150 mètres carrés environ. Les gens n'avaient pas forcément besoin d'un architecte avant de construire selon ce que la loi leur permettait comme liberté. Et ils pouvaient construire jusqu'à R+2 comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Obligatoirement, il faut faire recours au permis de construire avant d'ériger quoi que ce soit au Bénin. Même dans les zones montagneuses, les zones de collines, tout ça, il faut obligatoirement faire recours au permis de construire parce que c'est interdit au Bénin depuis l'avènement de la loi sur l'urbanisme en 2024 de construire au Bénin ici sans faire recours à ce permis. À ce permis-là. Oui. Donc, parce que ce permis, ça, c'est une garantie juridique. Que par exemple, vous voyez, on fait de l'expropriation souvent. Oui. Et les gens veulent que quand ils construisent, l'État vienne les indemniser. Tout à fait. Voilà, quelqu'un a peut-être engrangé 100 millions pour construire une maison que l'État ne lui a pas demandé de construire. Et puis, la personne a construit la maison dans une zone non constructible. C'est-à-dire dans les plans d'urbanisme que l'État avait prévu, par exemple, que l'État a prévu pour la zone. Cette zone n'est pas une zone où on doit construire une maison. Mais il y a par exemple, bientôt, les gens vont commencer à faire recours à cela, des certificats d'urbanisme. Il y a le certificat d'urbanisme. Oui. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Pas la loi 2024, là? Oui, c'est nouveau. Et quel est son rôle, le certificat d'urbanisme? Ce certificat, il y a deux types de certificats d'urbanisme. Il y a le certificat d'urbanisme informatif qui permet, par exemple, à celui qui sollicite l'obtention de ce certificat de savoir d'abord a priori si la zone est constructible, si on peut construire là. Ça s'arrête là. Le certificat d'urbanisme opérationnel en question, par exemple, qui est le second type de certificat d'urbanisme, permet à la personne de demander de manière spécifique si ce que la personne veut construire. Par exemple, vous voulez faire une construction qui n'est pas une construction simple. Si ce type de construction peut être réalisé sur comment on appelle, sur un sol donné, c'est-à-dire dans une zone donnée. Et le ministère du cadre de vie vous répond selon la taille du projet ou la mairie vous répondra pour vous dire si oui, on peut construire là ou pas. Ou sinon, ce type de projet ne peut être réalisé là ou pas. Vous voyez par exemple des gens qui construisent dans des zones qui sont destinées par exemple à l'industrialisation. Après, ils vont dire que les gaz les dérangent, alors que c'est une zone industrielle. Ce n'est pas des zones d'habitation. Donc, on ne peut rien faire pour eux. Ils ont choisi d'aller dans ces zones-là. Et s'ils construisent des habitations qui sont dans ces zones-là, l'État ne pourra rien faire pour voir, comment on appelle, les indemniser s'ils tombent malades ou quelque chose. Parce que ce sont des zones industrielles. Et finalement, ils vont démolir leur construction et quitter là. De même pour ceux qui construisent des industries dans des zones résidentielles. C'est que des zones qui sont destinées à abriter des constructions, des résidences. On ne peut pas construire des usines qui peuvent endommager la santé des gens dans ces zones aussi. Et comme les zones très humides, marécageuses, tout ça. Pour tout quand même, la loi de 2024 a prévu ce qu'il faut faire pour occuper le sol. Donc, afin d'être à l'abri, par exemple, des dommages qu'on voit souvent quand il s'agit, par exemple, d'améliorer notre cadre de vie, toutes les manœuvres que l'État essaie de faire. Donc, si je dois vous résumer, et je dois comprendre, c'est que désormais, en République du Bénin, on ne peut plus construire sa maison sans la contribution d'un architecte.
Oui, c'est ça. Donc, l'architecte doit forcément intervenir. Pour introduire le dossier et puis pourquoi pas suivre le dossier. Et dans le cas où je ne suis pas avec un architecte et que j'ai pas peut-être pris le permis de construire, j'ai construit et que, par exemple, il y a expropriation de la zone de ma résidence, quelles sont les implications? Est-ce que c'est à ce niveau-là que je suis pas indemnisé à la hauteur de ce que j'ai investi? Quels sont les enjeux? Quels sont les risques que je cours lorsque je suis passé ces procédés-là? Bon, vous avez la chance en tant que citoyen béninois que vous ne courez pas assez de risques comme ça actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a un certificat de régularisation que la même loi a prévu pour ceux qui ont construit avant la période je vais dire décembre 2028, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2028. Ceux qui auraient construit ou bien ceux qui ont déjà fini de construire depuis l'avènement de cette disposition légale, ceux-là peuvent faire recours à ce certificat de régularisation. Mais jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028, décembre 2028, pour permettre à un architecte de venir intervenir sur la construction afin de voir si la structuration de l'immeuble, tout ce que la personne a eu à faire, peut tenir, si c'est conforme à ce qui doit être exigé et tout ça. Et quand la personne obtient ce certificat de régulation, et puis ce certificat qu'on appelle équivaut directement à ce qu'on obtiendrait à la fin des travaux ayant, comment on appelle, reçu l'autorisation du permis de construire, par exemple. On appelle ce certificat de, comment on appelle, le certificat de conformité et d'habitabilité. Conformité d'habitabilité. Ce certificat de conformité d'habitabilité, c'est ce que normalement on doit recevoir quand on finit de faire les travaux, conformément à un permis de construire, selon les normes autorisées. Qui défie le certificat d'habitabilité? Le certificat d'habitabilité, c'est toujours la mairie. Toujours la mairie. De la zone où vous avez... De la zone. Mais moi, j'ai une préoccupation. Dans le cas où j'ai fait confiance aux prescriptions légales, j'ai fait confiance à un architecte et qu'il suit un bâtiment mouvant, c'est-à-dire un bâtiment mal construit, pour le dire en termes si accessibles, et que mon investissement est risqué. C'est-à-dire que j'ai peut-être investi 150 millions à 200 millions et je me vois peut-être faire des corrections à hauteur de 50 millions, 60 millions. Qui paye ces corrections-là lorsque l'architecte a mal suivi le travail? Bon, je ne suis pas architecte, mais je vous garantis qu'un architecte, surtout les architectes du Bénin, avec le niveau qu'ils ont, ils ne peuvent pas... Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de police d'assurance? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de police d'assurance à laquelle l'on souscrit en cas de tel déconvenu? Oui, la loi a exigé que, par exemple, quand vous êtes en train de construire, que vous souscrivez à des polices d'assurance. Okay. C'est que si c'est si c'est exigé, parce que toutes les conditions n'ont pas exigé cela. Ah bon? Non. Ça dépend de la densité de votre immeuble. C'est par exemple un hôtel. Oui, il vous est exigé de faire recours à des polices d'assurance pour l'immeuble, pour ceux qui travaillent là et tout. Ça dépend. Parce que ce n'est pas exigé explicitement dans tous les cas, parce qu'on veut construire, il faut obligatoirement prendre des assurances pour ça, non. La loi n'a pas dit comme ça. Elle n'a pas dit cela. Non. Donc, pour vous résumer très rapidement, avant peut-être qu'on puisse conclure et qu'on puisse revenir beaucoup plus en profondeur dans les prochains jours, lorsque l'on veut construire en République du Bénin, il faut d'abord vérifier l'accès au foncier, sa sécurisation, c'est-à-dire faire le titre foncier, après le permis de construire, confier le dossier à un architecte pour que véritablement on puisse avoir une bâtisse bonne et enfin, après une fois la bâtisse construite, prendre un permis d'habitabilité, c'est ça, hein? Oui. Avant de construire, on a parlé de construction seulement. Alors qu'il y a aussi, j'ai parlé des fermes. Oui, justement. Ceux qui ont les fermes, par exemple, parlons-en. Est-ce que, par exemple, je m'appelle peut-être Fidèle à Gokun, mon grand-père a peut-être 20 hectares à Tori, je me lève un matin, je dis, bon, j'en fais un champ, mais j'en fais une ferme. Est-ce que ça peut se passer comme ça? Si la zone n'a pas un plan directeur d'urbanisme qui, par exemple, interdit que ce que vous voulez faire soit fait là pour des questions de salubrité ou d'hygiène, tout ça, vous pouvez faire votre ferme partout où vous voulez.
Je peux le faire. Mais s'il n'y a pas de plan directeur, est-ce que je dois m'abstenir? Ouais, vous pouvez demander à la mairie parce qu'il faut écrire. Les Béninois n'ont pas la culture de s'informer avant de faire les choses. Ils ont la culture de faire les choses avec le relationnel, alors que toutes les informations que partagent ces relations qu'ils ont dans l'administration ne sont pas des informations à jour parfois. Parce qu'il y a des réfractaires au changement qui ne veulent pas souvent que des normes récentes puissent agir sur les pratiques anciennes qu'ils avaient et qui leur permettaient quand même de tirer leurs intérêts. De râper quelques rentes de côté, Voilà, par côté. Voilà. Donc, quand vous vous rapprochez de l'administration publique, l'administration a le devoir, et elle fait ça toujours quand vous venez de la manière qu'il faut, de vous informer par rapport aux informations à jour. Vous pouvez demander aussi à avoir des preuves palpables comme des documents qui attestent que voilà, l'information qu'on a partagée avec vous est une information à jour. Et comme cela, quand vous êtes bien informé, vous serez à l'abri de tomber dans des pièges sans fin liés par exemple à comment on appelle, une attitude de résistance de quelqu'un qui, par exemple, dans l'administration, ne veut pas que vous réalisiez des choses que vous voulez réaliser dans une zone donnée qui n'avantage pas cet intérêt à lui. Donc, ceux qui ont des fermes aussi doivent voir comment sécuriser un tant soit peu. Oui, si par exemple vous avez un titre foncier pour le domaine qui habite la ferme et que vous avez pris les autorisations qu'il faut, parce que pour tout il y a autorisation. Si vous avez pris les autorisations qu'il faut pour installer votre ferme, quand un jour par exemple l'État voudra utiliser ce sol-là pour d'autres besoins, on tiendra compte alors de ce que vous avez pu et ce que vous avez pu faire comme investissement dans votre ferme. Mais si vous n'avez pas pris d'autorisation pour ça, l'État ne va pas considérer votre ferme pour vous. Ok, donc c'est quand vous n'avez pas toutes les autorisations que lors de l'expropriation et de l'indemnisation, on ne prend pas en considération certains paramètres. Exact, je prends un cas. Je reviens encore sur la construction. Vous avez votre titre foncier au Bénin ici par exemple, et vous avez érigé un bâtiment sur le terrain en question. Mais vous n'avez pas pris le permis de construire. Normalement, si l'État vient et que l'État veut utiliser ce sol-là pour d'autres besoins, si on doit vous exproprier par exemple, on doit normalement vous poursuivre avec une pression qui vous obligera à faire la demande de permis de démolir pour que vous-même vous puissiez démolir votre immeuble. Ah bon? Oui, on va vous dédommager, on va vous indemniser normalement pour la parcelle seule. Mais pas pour tout l'immeuble. L'État ne vous a pas dit de construire. Parce que quand vous prenez le permis de construire, à partir de ce moment, l'État vous dit ce que je vous permets de construire en son temps. Si je veux faire l'expropriation, je pourrais vous indemniser par rapport à ça. Est-ce que j'aimerais qu'on va revenir un peu en détail par rapport à chacun de ces actes-là. On va revenir en détail parce que c'est très important. Est-ce qu'au niveau du permis de construire, est-ce que c'est mentionné le coût ou la valeur de ce qui va être érigé? Tout est mentionné. Tout est mentionné dessus. Et c'est pour cela que quand on dit organiser, contrôler et sécuriser, c'est le rôle de l'État. Quand, par exemple, un architecte introduit un dossier, ça comporte tout ça. Tout ce qu'il faut, les carreaux, tout ce que vous voulez faire là, les coûts sont dedans. Tout est mentionné dedans. L'État connaît déjà approximativement, c'est que l'État connaît avec précision. Combien vaut le bâtiment là qui est là? Donc, vous êtes en train de nous dire indirectement que parfois, certains sont victimes parfois du manque d'information. Oui, c'est ça. Par exemple, avec un architecte, si vous faites un projet de construction et que vous voulez construire, eux sont plus sérieux que quiconque à qui vous pouvez confier le projet de construction en matière de normes, en matière de respect de normes, en matière de coûts et tout. Un architecte ne viendra pas s'amuser avec vous et dire par exemple que vous allez utiliser 10 tonnes de ciment et après il vient dire que non, ça ne va pas suffire, on va augmenter encore 5 tonnes. Non, un architecte ne fait pas ça. Parce que lui, il a fait des calculs préalablement. Il a même déjà majoré les choses. Il sait déjà qu'il a des surplus, tout ça là. Et après, si par exemple il fait le projet et vous ne connaissez pas, vous ne dites rien, donc c'est pour lui. Merci à vous, Locke Magloire Chirunjro. Je crois que j'ai encore beaucoup de questions à vous poser, mais le temps qui nous était parti est assez court. On va y revenir probablement samedi prochain pour mieux comprendre le titre foncier déjà, le permis de construire déjà, pour comprendre ces actes-là et le permis d'habitabilité également, pour que nos amis citoyens... le certificat d'habitabilité. De conformité. À ce qu'on a autorisé. Ok, certificat de conformité. À ce qu'on a autorisé, oui. C'est que vous les construisez, on vous a donné permis de construire. Oui. Quand vous finissez la construction,
tous les bâtiments au Bénin ici qui ont pris le permis de construire doivent avoir ce qu'on appelle permis et certificat de conformité et d'habitabilité. Certificat de conformité et d'habitabilité. C'est ça qui vient clôturer le processus de construire et que la personne a amorcé. Si quelqu'un n'a pas ça, son truc est dans la précarité. On va revenir beaucoup plus en détail sur chacun de ces actes-là. Merci à vous, Log Magloire Chirondro. Vous êtes d'ailleurs resté avec moi. On va retrouver nos autres invités, notamment David Kofi Azar, professeur Bono Yomé pour la tribune virale.